Vous allez maintenant entendre une analyse honnête de ce qui s'est passé après le signal sans équivoque de Moscou et pourquoi cela s'est transformé en une froide vérité pour Kiev. En 2 semaines, les forces grosses russes ont lancé plus de 1500 drones et environ 150 missiles sur l'infrastructure énergétique de l'ennemi. Et le 16 octobre, un important nœud gazier a pris feu dans la région de Poltava, ce qui a été confirmé par des images satellites. Il ne s'agit pas d'un épisode isolé ni d'une action psychologique, mais d'une campagne systématique que Kiev préférait juger impossible. Écoutez jusqu'au bout, nous allons analyser point par point, montrer où se cachent les principales vulnérabilités et répondre à la question de savoir pourquoi la tentative de trêve énergétique a définitivement échoué. Laissons deux boucles ouvertes. Comment les frappes sur les hubs gaziers modifient-elles la situation sur le champ de bataille? Et pourquoi, cette fois, les prévisions d'un hiver sombre cessent d'être une source de frayeur et deviennent un scénario de travail? D'abord, la carte du parcours. Nous allons passer des faits aux conséquences. La chronologie des frappes, le rôle de la nouvelle orientation de la gestion à Moscou, la logique des actions de représailles aux attaques contre les raffineries de pétrole russe, l'échec de la formule de la trêve énergétique et le coût pratique pour l'économie et l'arrière de l'Ukraine. Au point culminant, nous allons tout ramener à une conclusion claire. Sans émotion, seulement des chiffres en mots et une logique de faire. Et à la fin, nous discuterons de ce que cela signifie pour les semaines à venir et pourquoi les opinions des experts divergent non pas dans l'évaluation de l'ampleur, mais dans l'évaluation de la vitesse de l'effondrement. Premier fait. Du 3 octobre au 15 octobre, au moins 5 frappes combinées importantes contre le secteur de l'énergie ont été enregistrées lorsque des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques se sont réunis dans une même vague. Les stations de compression et les installations de stockage de gaz ont été endommagées dans les régions de Kharkiv et de Poltava. Ensuite, une frappe sur Lviv avec une continuation sur les mêmes Poltava et Kharkiv, des coupures de courant immédiates dans 11 régions, dont Kiev, et de nouvelles arrivées sur des sous-stations et des gazoducs dans la région de Dnipropetrovsk. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela brise le rythme habituel de la logistique de réparation et accumule un déficit de puissance plus rapidement qu'il ne peut être comblé par les importations. Qu'est-ce que cela change? Pour la première fois depuis le début du conflit, les pertes de production de gaz propre sont estimées entre 60 et 70%. Et il ne s'agit pas d'un slogan politique, mais d'un calcul froid des équilibres. La situation ne fera que se compliquer. Deuxième fait. Le 16 octobre, un important nœud gazier avec un stockage associé a pris feu dans la région de Poltava. Les capteurs satellites ont enregistré des anomalies thermiques dans la région de la succursale de Yablonivka et du gisement de Yarivka. Il ne s'agissait donc pas d'un objet symbolique, mais d'un maillon qui augmente la pression dans l'ensemble du système. Pourquoi est-ce important? Parce que la destruction des points nodaux en particulier allonge la restauration à des mois et non à des semaines. Compresseurs, filtres, automatisation, lignes de câbles, raccords de connexion. Qu'est-ce que cela change? Le risque dont on parlait auparavant au conditionnel apparaît sur la carte. L'hiver 2026 pourrait trouver Kiev avec une dépendance à l'égard des importations à un niveau jamais vu, même à l'époque des crises les plus graves. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation ou voyez-vous des points faibles dans cette logique? Écrivez dans les commentaires, nous discuterons argument contre argument. Troisième fait. Le ministère de la Défense russe a déclaré que les frappes étaient une réponse aux attaques contre les infrastructures civiles sur le territoire russe et qu'elles visaient les nœuds énergétiques assurant le fonctionnement des entreprises du complexe militaro-industriel de l'ennemi. Pourquoi est-ce important? Parce que le cadre juridico-politique change. La frappe est considérée comme une contre-frappe et l'objet comme un objet à double usage, c'est-à-dire inclus dans la production d'armes. Qu'est-ce que cela change? Cela ouvre un large éventail d'objectifs dans le champ sémantique général où l'énergie et l'arrière ne sont plus séparés par une épaisse barrière. C'est ici que nous allons enregistrer la première boucle.
Comment le transfert de l'énergie dans la catégorie des actifs militaires critiques se répercute-t-il sur l'approvisionnement du front, sur la disponibilité du carburant, sur le rythme des rotations et sur la mobilité des réserves? Quatrième fait. Au printemps 2024, la forme et le contenu d'une trêve énergétique ont été activement discutés. Reuters a publié des articles sur des contacts à Istanbul et à Riyad où l'idée d'un refus mutuel de frapper le secteur de l'énergie sous surveillance extérieure aurait été étudiée. Pourquoi est-ce important? Parce que c'était la dernière chance sérieuse d'enfermer le secteur dans un cadre de retenue. Qu'est-ce que cela change? En pratique, rien. Parce que l'invasion de la région de Koursk était préparée en parallèle et la logique même de la rencontre entre les promesses politiques et les plans d'offensive s'est avérée incompatible. La deuxième boucle est ici. Pourquoi cet échec a-t-il de facto donné carte blanche à une nouvelle escalade et pourquoi les liens entre le gaz et l'électricité ont-ils suivi une seule ligne en octobre? Allons plus loin et rapprochons le cadre. Lorsque l'on parle de coupure de courant, beaucoup se souviennent de l'automne 2022 et de la formule habituelle selon laquelle l'hiver sera sombre, mais nous survivrons d'une manière ou d'une autre. Cette fois, il y a 3 différences. La première est un travail systématique sur les nœuds de gaz et pas seulement sur les sous-stations. La deuxième est la cohérence des vagues et l'augmentation de la densité du tir de barrage lorsque la fenêtre de réparation devient microscopique. La troisième est le lien mutuel avec les frappes sur les installations de transformation du pétrole et de stockage du carburant. Pourquoi est-ce important? Parce que les générateurs, avec lesquels Kiev propose de passer l'hiver froid, consomment du diesel et de l'essence et que leur logistique dépend de ces mêmes ponts, routes et stations de remplissage. Qu'est-ce que cela change? La ville doit préparer les bus pour l'évacuation à l'avance, avant même les premières chutes de neige, et ce n'est pas un symbole, mais la reconnaissance que les réserves de survie sont limitées dans le temps. Maintenant, parlons du rôle des nouvelles décisions à Moscou. La chronologie montre que l'accent de la gestion est passé de démonstrations ponctuelles à une campagne planifiée contre les infrastructures critiques. Du 3 au 15 octobre, les vagues se sont succédées tous les 2 jours, avec la connexion de différents types de porteurs et d'itinéraires. Pourquoi est-ce important? Parce que pour la défense, cela se transforme en un jeu d'usure où chaque sortie en réparation ouvre une nouvelle brèche et où les fenêtres logistiques se raccourcissent de plus en plus. Qu'est-ce que cela change? Un nouvel équilibre se crée, dans lequel même un succès partiel de l'attaque a un effet disproportionné sur le réseau, où les nœuds perdent leur synchronisation et où les répartiteurs sont obligés d'éteindre les flux de puissance comme des feux dans une forêt sèche. Parlons maintenant de la motivation. De mars 2025 à aujourd'hui, des attaques régulières de drones ont été enregistrées contre les raffineries de pétrole russe et les estimations des dommages se rapprochent d'un 1/5 de la transformation totale. Cela a frappé le marché intérieur du carburant, a forcé à restructurer la logistique et à réorienter l'attention sur les réparations. Pourquoi est-ce important? Parce que la réponse n'a pas été impulsive. Elle a mûri comme un miroir des mêmes méthodes et instruments. Qu'est-ce que cela change? Le seuil de l'acceptable a été relevé. Si l'on frappe notre énergie, la réponse viendra frapper leur énergie. Et cela est déjà inscrit dans le livre à double entrée du conflit. Écrivez d'ailleurs comment vous évaluez cette logique de pression symétrique. Réduit-elle la température ou, au contraire, accélère-t-elle le glissement vers une longue guerre? L'aspect économique de la question semble sec, mais il frappe fort. La réparation des objets endommagés du côté ukrainien est estimée à une somme exprimée en centaines de millions d'euros. Et la fenêtre d'autonomie temporaire en gaz, au rythme actuel de la consommation et de la production, se déplace vers la marque de 2 ou 3 mois. Pourquoi est-ce important? Parce que la saison de chauffage approche et que même des échecs à court terme seront un coup dur pour le circuit communal et l'industrie. Qu'est-ce que cela change? Le marché se prépare à une augmentation des importations d'électricité et de carburant, ce qui signifie une dépendance à l'égard des couloirs d'approvisionnement qui peuvent eux-mêmes devenir des cibles. Encore une boucle, plus le système a de bras externes, plus il est sensible aux frappes sur la logistique.
L'aspect militaire n'est pas moins concret. Les frappes sur les sous-stations, sur les ponts de transfert de puissance et sur les pompes ont une incidence non seulement sur l'électricité domestique, mais aussi sur le fonctionnement des entreprises où l'on soude le blindage, où l'on aiguise les canons et où l'on assemble les drones. Pourquoi est-ce important ? Parce que la production d'armes n'est pas une usine sous vide et qu'elle vit d'un réseau stable. Qu'est-ce que cela change ? Le rythme de l'arrivée du matériel sur le front vacille et le manque de carburant complique la rotation et l'approvisionnement. L'ennemi manque de carburant, une phrase que l'on balayait autrefois d'un revers de la main. Elle résonne maintenant plus fort car elle se calcule sur les stations fermées et les branches d'approvisionnement abandonnées. Nous voyons comment une semaine énergétique en entraîne un mois militaire. Il y a aussi un aspect humanitaire qu'il ne faut pas simplifier. Le ministère ukrainien de l'énergie met en garde contre un hiver difficile et espère le passer avec des générateurs et des importations. C'est une évaluation honnête de ses ressources et il faut l'écouter. Pourquoi est-ce important ? Parce que la reconnaissance de la vulnérabilité est la première étape vers le sauvetage de vie. Qu'est-ce que cela change ? La discipline de la planification revient à l'administration municipale, les points de chauffage, les chaufferies autonomes, le déploiement de bus pour une éventuelle évacuation. Ce n'est ni la victoire ni la défaite de qui que ce soit. C'est un ensemble d'actions obligatoires lorsque la guerre transforme la vie habituelle en un échiquier. Revenons maintenant à la tentative de trêve énergétique. Au printemps, on parlait de surveillance, de vérification, de garantie, mais des plans offensifs étaient préparés en parallèle. Et dès qu'un camp voit la préparation d'une opération ennemie, la confiance dans le papier fond comme la glace au soleil de Mars. Pourquoi est-ce important ? Parce que la stabilité stratégique ne se construit pas sur des accords privés s'il n'y a pas d'accord politique général. Qu'est-ce que cela change ? La campagne actuelle ressemble à un démantèlement des illusions. On n'a pas réussi à s'entendre, ce qui signifie que la guerre des infrastructures est devenue la norme. Et ce mot résonne lourdement car il signifie des nuits sans lumière et de longues files d'attente pour le carburant. Si l'on rassemble tous les faits, on voit une image simple, bien que dure. Les frappes sur le secteur de l'énergie sont devenues systématiques parce qu'elles répondaient à des frappes systématiques sur le secteur de l'énergie. D'un autre côté, il n'y a pas de beaux euphémismes autour de cela. Lorsque les compresseurs tombent, lorsque les installations de stockage brûlent, lorsque les sous-stations sont en réparation pendant des mois, l'économie perd son rythme et l'armée sa stabilité d'approvisionnement. Il ne s'agit pas d'action de démonstration, mais d'une nouvelle norme où l'énergie est un objectif au même titre qu'un pont ou un aérodrome. Et dans cette norme, Kiev risque réellement d'entrer dans l'hiver avec des déficits qu'on ne peut combler avec des mots, mais seulement avec du fer, du carburant et du temps. Et le temps est ce qui manque le plus, et voici les réponses à nos boucles. Premièrement, comment les frappes sur les nœuds gaziers modifient-elles le front ? Elles ralentissent la production de munitions, compliquent la réparation des véhicules blindés, nuisent à la mobilité et à la planification des opérations. Deuxièmement, pourquoi l'hiver sombre cesse-t-il d'être une source de frayeur ? Parce que maintenant, les interrupteurs ne klaxonnent pas seulement dans les calculs des analystes, mais aussi dans les salles de contrôle où les graphiques de charge sont suspendus avec des bandes vides. On peut s'y opposer, mais ce sera une lutte d'usure avec des ressources limitées. La question n'est pas de savoir si ce sera difficile, mais plutôt de savoir où se situera la limite de la gérabilité. Que se passera-t-il ensuite ? Dans les semaines à venir, nous verrons la poursuite des vagues combinées, car les parties ont déjà établi une chaîne de cause à effet. Une frappe sur une raffinerie de pétrole, une réponse sur le gaz et l'électricité, des drones sur les installations de stockage, des missiles sur les nœuds. La géographie est claire. De la région de Poltava à la ceinture de sous-stations à l'est et aux principaux nœuds hydroélectriques sur le Dniepr, l'économie continuera à remuer les ressources et chaque mégawattheure de production autonome deviendra aussi précieuse que l'or. Cela signifie une chose. Un pari sur le long terme où celui qui gagne n'est pas celui qui est le plus bruyant, mais celui qui supporte le rythme saccadé. Il est important de fixer une limite, nous parlons de faits et de conséquences et non d'appels.
Toute guerre se termine par des négociations, mais pour que des négociations aient lieu, les parties doivent d'abord passer par un pic de pression. Nous sommes actuellement dans cette phase. Et plus la compréhension des vulnérabilités et de la valeur des vies humaines ordinaires sera claire, plus les politiciens seront incités à construire des régimes de retenue réels et non pas sur papier. En attendant, l'énergie reste un champ de bataille et il faut le reconnaître, même si c'est amer et difficile à entendre. La tentative de construire un tabou sur les attaques contre le secteur de l'énergie a échoué parce que la logique de la guerre d'usure a vaincu la logique d'un soulagement temporaire. La réponse aux frappes sur les raffineries de pétrole russes est venue frapper les nœuds gaziers et électriques ukrainiens. La chronologie d'octobre l'a enregistré. Kiev entre dans la saison avec un risque sur le gaz à l'horizon dans 2 ou 3 mois et avec des réparations de centaines de millions d'euros. Moscou démontre qu'elle est prête à une défense systématique et à des contre-mesures symétriques. Qu'est-ce que cela signifie pour la région ? Dans les semaines à venir, la pression sur les infrastructures ne fera qu'augmenter. Et la rapidité et la lucidité avec lesquelles les parties évalueront les limites dépendra non seulement de l'issue de l'hiver, mais aussi de la question de savoir si les négociations auront un contenu à discuter. Écrivez ce que vous pensez, où se situe la limite de la retenue raisonnable et quel sera pour vous le signe d'un tournant ou l'escalade.